Donc, je suis très ravie encore une fois d'être ici parmi vous. Je remercie Dr Degbo et Dr Awan Gan pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons parler des tumeurs cutanées malignes de la face. Les tumeurs cutanées malignes sont l'ensemble des tumeurs malignes développées aux dépens des cellules de la peau. On distingue les plus fréquentes qui sont les tumeurs épithéliales, qui sont les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes, les mélanomes et les sarcomes. Donc, au niveau de la peau, il y a plusieurs types cellulaires et chaque type cellulaire va donner une tumeur cancéreuse. Donc, il y a beaucoup de tumeurs cancéreuses, mais nous, on va parler aujourd'hui des plus fréquentes, donc à savoir les carcinomes basocellulaires, les carcinomes épidermoïdes et des mélanomes. La face représente une entité particulière parce que c'est elle qui définit l'identité de la personne. C'est à travers la face que la personne est reconnue et que la personne peut reconnaître les autres. Donc, c'est un passeport social pour tous les êtres humains. Elle est aussi particulière, cette face, parce qu'il est exposé aux facteurs carcinogènes, surtout aux ultraviolets, aux rayons ultraviolets. Les cancers de la peau sont très, très fréquents, surtout au niveau de la face. Leur prise en charge précoce améliore le pronostic vital, fonctionnel et esthétique. La chirurgie reste le traitement de référence, mais la prévention est le meilleur traitement. Donc, au niveau de la face, le chirurgien plasticien est toujours devant un challenge car il doit toujours trouver le meilleur compromis entre l'exérèse tumorale qui doit être carcinologique et donc avec des marges d'exérèse, c'est-à-dire que l'exérèse sera grande, et aussi un compromis entre cette exérèse et une réparation qui soit aussi bien anatomique, fonctionnelle que esthétique. Et bien sûr, tout ceci sans faillir aux règles de la base de la chirurgie carcinologique, c'est-à-dire être carcinologique, enlever la tumeur dans sa totalité avec des marges de sécurité et essayer de réparer cette perte de substance laissée par l'exérèse de cette tumeur. Donc, un petit rappel anatomique, donc juste pour vous montrer et vous rappeler que la peau est constituée de plusieurs couches. Donc, nous avons la couche superficielle qui est l'épiderme. Au niveau de l'épiderme, nous allons retrouver les kératinocytes et nous allons retrouver les mélanocytes, ces cellules qui vont donner les cancers dont nous allons parler. Au niveau du derme, il y a aussi des cellules, il y a les fibroblastes, il y a les cellules vasculaires qui entourent les vaisseaux, il y a des cellules qui entourent les tissus nerveux, etc. Et toutes ces cellules peuvent donner des cancers. Et puis au niveau de l'hypoderme, où on retrouve l'adipocyte qui peut donner des cancers aussi cutanés qui sont les liposarcomes. Donc, comme on a dit, puisque au niveau de la peau, il y a différentes couches et puis il y a différentes cellules au niveau de ces couches, donc il y aura différents plusieurs types de cancers. Donc, comme nous l'avons dit, au niveau de l'épiderme, il y a les kératinocytes qui vont donner le carcinome basocellulaire, le carcinome épidermoïde dont nous allons parler aujourd'hui, surtout parce qu'ils sont les plus fréquents. Il y a aussi, on a dit, les mélanocytes, donc nous parlerons du mélanome ce matin, qui se développe à partir des cellules mélanocytes. Mais vous devez garder en tête que toutes les cellules qui constituent la peau peuvent donner des cancers. Donc, les fibrocytes vont donner des dermatofibrosarcomes, les cellules adipeuses des liposarcomes, les cellules musculeuses des leiomyosarcomes, etc. Alors, le carcinome basocellulaire est le cancer cutané le plus fréquent chez l'homme. Les cancers cutanés sont aussi très fréquents, mais le carcinome basocellulaire reste le plus fréquent de ces cancers puisqu'il représente 70% de ces cancers cutanés. Il est suivi par le carcinome épidermoïde ou ce qu'on appelait avant le carcinome spinocellulaire qui représente 20%, et puis les mélanomes qui représentent 3% de ces cancers cutanés. Plus de 10 millions de carcinomes basocellulaires et de 2 millions 900, environ 3 millions de carcinomes épidermoïdes sont diagnostiqués chaque année dans le monde et c'est un nombre qui est très, 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 très grand.
Donc, la face donc, reste la localisation préférentielle de ces cancers cutanés, puisque 80% de ces cancers sont des basocellulaires. La majorité des carcinomes basocellulaires siègent au niveau cervico-facial, puisque 80% des basocellulaires du corps sont au niveau de la face, 30% de ces carcinomes siègent au niveau du nez et près de 20% des mélanomes se situent au niveau de la face. Des petits chiffres en ce qui concerne le Maroc. Donc, les cancers cutanés représentent 2,6% de l'ensemble des cancers en général. Là aussi, chez nous aussi, le carcinome basocellulaire est le plus fréquent puisqu'il présente 80%, suivi par le carcinome épidermoïde qui représente 12,5% des cancers cutanés et le mélanome qui représente environ 5,5%. Donc, il y a des facteurs de risque qui précèdent ces lésions. Ces cancers surviennent des fois sur des lésions déjà existantes, sauf pour le carcinome basocellulaire où généralement il apparaît de nouveau. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent intervenir et donner l'apparition de ces cancers, mais nous retiendrons que les plus importants sont l'exposition solaire et le phototype clair. Donc, le diagnostic positif des cancers cutanés, donc d'abord, il est suspecté sur la clinique. Donc, il est suspecté à la clinique dès qu'on reçoit un malade et qu'on voit qu'il a une lésion cutanée qui nous paraît suspecte. Alors d'abord, il faut commencer par l'interrogatoire, donc recueillir les informations générales concernant ce patient, son âge, son sexe, bien sûr les antécédents médicaux et surtout rechercher s'il a des antécédents d'exposition solaire, s'il a déjà été irradié, s'il a bénéficié d'un traitement immunosuppresseur. Et puis, il faut rechercher le début de cette maladie, le début de l'apparition de cette lésion. Est-ce qu'elle est apparue sur une lésion préexistante ou elle est apparue de nouveau sur une peau saine? Sa taille au niveau de son apparition, sa localisation, son siège, comment elle était, sa taille dès son apparition, son mode de début, est-ce qu'il y avait des signes accompagnateurs tels de la douleur, un saignement, un prurite, etc. Et puis rechercher comment cette lésion a évolué. Est-ce que son évolution a pris du temps? Est-ce qu'elle était progressive ou est-ce qu'elle était rapide? Parce que là aussi, ça pourrait nous orienter vers la nature de cette lésion. Est-ce qu'elle a changé d'aspect au cours de son évolution? Est-ce qu'elle saigne de temps en temps? Est-ce qu'il y a un prurite? Est-ce qu'elle entraîne une gêne occasionnée? Est-ce qu'elle est douloureuse? Tout ceci donc est recherché au cours de l'interrogatoire, rechercher s'il y a des adénopathies qui sont apparues au cours de cette évolution. Est-ce que le patient a perdu du poids? Est-ce qu'il est devenu anorexique? Donc, tous ces signes, il faut essayer de les recueillir au cours de l'interrogatoire. Ensuite, nous passerons à l'examen clinique. Donc, l'examen local d'abord de cette… Bon, j'ai pris une lésion juste pour vous montrer. Donc, on va examiner localement la lésion. Tout d'abord, on va l'inspecter, c'est-à-dire au regard, qu'est-ce qu'on voit. Donc, il faut d'abord préciser la localisation de cette tumeur. Par exemple, ici, c'est une tumeur au niveau du sourcil qui va au niveau de la partie inférieure du front et qui s'étend aussi au niveau de la partie supérieure de la paupière supérieure. Donc, c'est une lésion, il faut préciser la taille. Donc, ici, on va dire environ 4 cm sur 2 cm et préciser aussi son aspect. Est-ce qu'elle est ulcéreuse, bourgeonnante, elle est plane, c'est une papule? Alors là, c'est une lésion qui est ulcéro-bourgeonnante. Donc, au niveau de la périphérie, elle est bourgeonnante et au milieu, elle est ulcérée. Elle est de couleur rougeâtre avec des bordures qui sont boursouflées. Donc, tous ces critères-là, il faut les noter au niveau de l'examen clinique.
Aussi, il faut palper cette lésion, voir si elle saigne au contact, si la peau saigne en regard et infiltrée. Est-ce que cette lésion, où est-ce qu'elle arrive en profondeur? Est-ce qu'elle est fixe par rapport au plan profond ou elle est mobile? Est-ce qu'elle entraîne des douleurs, des dysesthésies? Tout ceci doit être mentionné au niveau de l'examen clinique du patient. Donc là, j'ai des images où vous pouvez voir d'autres aspects cliniques que vous pouvez rencontrer. Donc là, c'est des petites perles noirâtres sous forme nodulaire, ici au niveau de la paupière inférieure. Ici, c'est une lésion nodulaire au niveau de l'aile narinaire. Et ici, c'est une lésion plane, hyperpigmentée, qui est hétérogène. Vous voyez des zones hyperpigmentées et des zones plus claires. Elle a des bordures qui sont floues. Donc, tout ceci, il faut essayer de donner une description bien claire de la lésion. Voilà, ici, c'est une lésion au niveau de la lèvre rouge. Et donc, là aussi, c'est une lésion qui est ulcéreuse et vous voyez les bords qui sont boursouflés. Ensuite, une fois on a examiné cette lésion, il va falloir compléter l'examen par l'examen loco-régional et cela, ça dépend des zones. Par exemple, si on a une tumeur comme celle qu'on vient de voir dernièrement, par exemple ici, il faut faire un examen endocavitaire, par exemple un examen endobuccal pour cette lésion-là. Pour les lésions de la paupière, faire des examens oculaires, au niveau du nez, faire un examen nasal et pour l'oreille, un examen auriculaire. Il faut ensuite examiner toute la face à la recherche d'autres lésions au niveau de la face. Ne pas oublier d'examiner le scalp et bien sûr examiner les aires ganglionnaires, surtout au niveau de la parotide qui peut drainer des tumeurs de la face et aussi les aires ganglionnaires cervicaux. Il faut toujours rechercher la présence d'adénopathie. Ensuite, l'examen général, rechercher l'état nutritionnel, rechercher d'autres lésions et d'autres pathologies, ausculter le malade, ausculter son poumon, etc. Bien sûr, à la fin de l'examen, il faut prendre des photos. Les photos sont très, très importantes dans notre pratique courante. Donc, il faut prendre des photos et puis, en fonction de ce qu'on a, demander un avis spécialisé. Donc, cette conduite à tenir et cet examen, il est valable pour toutes les tumeurs, parce que nous allons détailler par la suite le basocellulaire, l'épidermoïde et le mélanome, mais pour l'examen, c'est pour ce qu'on vient de voir, c'est commun à toutes ces lésions. Donc, une fois on a fait l'examen de notre lésion et cette lésion est suspecte, on a suspecté qu'elle soit maligne, on n'est pas sûr de la nature histologique de cette lésion. Donc, à ce moment-là, après l'examen clinique, il faut faire une biopsie. L'examen histologique, c'est lui qui va trancher et c'est lui qui va poser le diagnostic. Donc, il y a d'abord la biopsie. La biopsie, elle doit être faite dans des conditions opératoires. C'est comme si on allait opérer. Donc, elle doit être faite au bloc opératoire avec une asepsie rigoureuse. Le malade est installé comme si c'est une intervention. Je ne vais pas vous dire comme s'il il allait être opéré. C'est une intervention pour nous. Nous la considérons comme une intervention sous anesthésie locale, bien sûr, mais avec toutes les règles d'asepsie qu'on utilise au bloc opératoire. Donc, quand est-ce qu'on biopsie? Parce que nous, les plasticiens, on préfère la biopsie exérèse, c'est-à-dire on va enlever toute la lésion. Mais la biopsie est aussi faisable, mais quand est-ce qu'elle est faisable? D'abord, quand une tumeur est suspectée de non-mélanocytaire, parce que les mélanomes, il ne faut pas les biopsier. Je vous expliquerai par la suite, mais retenez que les mélanomes, il ne faut pas les biopsier. Donc, dès qu'on suspecte un mélanome, il ne faut pas biopsier la lésion, il faut l'enlever en totalité. Donc, quand on suspecte qu'une lésion n'est pas mélanocytaire, on peut la biopsier. Quand la biopsie exérèse n'est pas possible, parce que quand on est devant une petite lésion qu'on peut enlever en totalité, je préfère qu'on l'enlève en totalité plutôt que de prendre une partie. Parce que peut-être que sur la partie qu'on va prendre, il n'y aura pas assez de lésions de cellules cancéreuses. Donc, moi, je préfère qu'on enlève la lésion en totalité, mais quand on ne peut pas, à ce moment-là, on peut faire une biopsie. La biopsie, normalement, elle ne doit pas être au niveau d'une zone inflammatoire ni au niveau d'une zone nécrosée. Elle doit se faire, comme vous voyez ici sur le schéma, à cheval entre la peau saine et la tumeur.
Il faut prendre une bonne carotte, une bonne partie, et bien sûr être assez profond pour prendre le tissu, la graisse sous-cutanée. Donc, bon, après, il y a la biopsie, il y a la biopsie exérèse. Donc, la biopsie exérèse, à chaque fois qu'il est possible, on va la faire. Moi, je préfère qu'on fasse une biopsie exérèse, c'est mieux. Et quand on peut le faire, quand on ne peut pas le faire, quand un médecin ne peut pas faire, moi je parle en tant que plasticienne, mais quand on ne peut pas le faire, on n'est pas plasticien, on ne peut pas le faire, on peut faire notre biopsie. Sinon, on va adresser le malade à un dermato ou à un plasticien. Donc, à chaque fois qu'on peut la faire, donc on va enlever toute la tumeur, comme je vous ai dessiné ici. Donc, il faut enlever l'ensemble de la lésion et surtout quand c'est une lésion qui est suspecte d'être mélanocytaire. Donc, enlever toute la lésion, peut-être avec une marge de 1 à 2 millimètres. Il faut orienter la pièce, comme je vous ai montré sur le schéma ici. Par exemple, ici, comment j'ai orienté, on va dire que 2 filons ici et un filon et un fil court. Donc, pour les anatomopathologistes, on va leur dire que le filon et le fil court sont, soit on va leur dire en haut, vers le front, ou on va leur dire à midi. C'est comme si ça, c'était le cadran d'une montre. Donc, on va leur dire le filon et le fil court, ils sont à midi, les 2 filons sont à 3 heures. Donc, eux, ils sauront nous dire. Comme ça, moi, je vais me retrouver. Si, par exemple, ils vont me dire que, par exemple, la limite à 9 heures est toujours tumorale, je vais savoir qu'ils parlent de cette limite-là, de cette partie-là. Ou sinon, je vais leur dire que les 2 fils sont vers la tempe et le fil long, fil court, ils sont vers le front. Et à ce moment-là, donc, eux, ils vont se situer. Je peux même faire un schéma, leur faire un schéma et dessiner la tumeur et leur montrer mes fils, où est-ce qu'ils sont. L'essentiel, c'est qu'ils comprennent mon orientation pour qu'ils puissent me dire. Parce qu'après, peut-être que ici, je suis en zone tumorale, ils vont me dire vers le front, vous êtes en zone tumorale ou la limite supérieure passe en zone tumorale. La limite, par exemple, ici passe en zone saine. Mais en tout cas, cette exérèse, elle est biopsique. Ce n'est pas l'exérèse thérapeutique. Donc ça, c'est juste pour avoir le diagnostic. Donc, dans tous les cas, donc, le diagnostic histologique est indispensable parce que c'est lui qui va guider la démarche diagnostique. Donc, une fois notre biopsie ou notre biopsie exérèse faite, donc notre histologique va nous préciser de quelle forme clinique il s'agit, de quel cancer cutané il s'agit. Donc, c'est là où on a plusieurs types. Il y a le carcinome basocellulaire. Ben, dommage, j'avais fait des petites animations pour que vous puissiez voir les images, mais bon. Alors, il y a le carcinome basocellulaire, le carcinome épidermoïde et le mélanome. Donc, nous allons commencer par le carcinome basocellulaire. Donc, le carcinome basocellulaire, c'est une tumeur épithéliale maligne dont le point de départ est le kératinocyte de la couche basale de l'épiderme. C'est le plus fréquent des cancers et souvent, il survient de nouveau, c'est-à-dire sur des zones où il n'y a pas de lésions préexistantes et surtout au niveau des zones découvertes. Donc, il n'atteint jamais les muqueuses. Donc, le carcinome basocellulaire ne donne jamais d'atteinte au niveau des muqueuses. Il atteint que la peau. Il a une évolution qui est lente dans le temps. Il a une malignité qui est locale, c'est-à-dire c'est une tumeur qui va évoluer localement en périphérie et en profondeur. Elle va avoir une évolution lente, c'est-à-dire qu'elle va évoluer sur beaucoup de temps, plusieurs mois, voire même plusieurs années, mais qui ne donne pas de métastase. Elle ne donnera pas de métastase ni d'adénopathie. Ce qui en fait, on va dire, le plus gentil des cancers cutanés. Elle engage rarement le pronostic vital. Donc, le carcinome basocellulaire a une morbidité locorégionale importante du fait de la destruction tissulaire qu'il va engendrer localement. C'est-à-dire, si on ne le traite pas et ne le laisse évoluer, il va entraîner le délabrement de la zone où il est présent. Donc, il a une malignité locale. Les métastases sur les carcinomes basocellulaires sont exceptionnelles. Donc, ce qu'il faut retenir dans le carcinome basocellulaire, c'est qu'il n'atteint jamais les muqueuses. C'est un cancer qui atteint que la peau. Il a une évolution lente et il a une malignité locale. C'est-à-dire qu'il va évoluer localement, en profondeur et en périphérie, mais il ne va pas donner de métastases. Les métastases sont exceptionnelles et il ne va pas donner d'adénopathie ganglionnaire.
Donc, cliniquement, comment il se manifeste? Donc, on a généralement, c'est un aspect clinique qui est polymorphe, mais il y a une lésion qui peut nous orienter vers les carcinomes basocellulaires. C'est des lésions, c'est une lésion qu'on retrouve généralement au niveau des carcinomes basocellulaires. C'est ce qu'on appelle une papule perlée translucide. C'est une perle noirâtre, comme vous voyez ici sur les images, c'est des petites perles. Alors, c'est cette lésion-là, cette perle-là, qui est une lésion soi-disant pathognomonique du carcinome basocellulaire. Comme vous voyez ici, c'est une lésion, une papule noirâtre. Et là aussi, c'est un ensemble de papules noirâtres. Donc, c'est une papule perlée translucide qui, à la base, a, comme sur la photo ici, une taille d'une épingle qui est enchâssée dans le derme. On peut avoir des aspects de télangiectasie, mais généralement, ces papules noirâtres qui, des fois, on les retrouve au niveau de la périphérie, mais ce sont ces papules noirâtres qui nous orientent vers le diagnostic de carcinome basocellulaire. Donc là, moi, je me suis basée sur les recommandations de l'ANAS pour la prise en charge du carcinome basocellulaire. Donc, cliniquement, il y a 3 sous-types cliniques de carcinome basocellulaire. Donc, on peut cliniquement, à l'examen clinique, retrouver 3 types de carcinome basocellulaire. Il y a d'abord le carcinome basocellulaire nodulaire, c'est celui que vous voyez sur ces photos. Donc, il touche généralement le sujet âgé. La lésion initiale, c'est une perle, donc, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez les perles ici. Là aussi, il y a des perles noirâtres sur ce nodule. Et ici, vous voyez les perles en périphérie. Donc, ce sont des papules ou nodules translucides, lisses, grisâtres, et on peut même avoir des télangiectasies. La lésion croît progressivement avec une périphérie qui est faite de perles comme ici. Donc ça, c'est le CBC nodulaire. Donc il y a 3 formes cliniques qu'on peut retrouver cliniquement. Donc soit le CBC nodulaire, comme je vous ai expliqué, avec la lésion initiale qui est la perle. Il y a ici le carcinome basocellulaire superficiel. Alors là, c'est un autre aspect clinique. Il se présente sous forme d'une plaque rouge qui est plane, bien limitée, qui est recouverte de croûte, comme vous voyez ici sur la photo, de croûte ou de squame. Il n'y a pas de lésion perlée ici. Elle se fait très lentement, elle se fait en périphérie, vers la périphérie. Donc, c'est pour ça, elle ne se fait pas généralement vers la profondeur, mais vers la périphérie. Donc, ça, c'est le carcinome basocellulaire superficiel. Et puis, la 3e forme, c'est le carcinome basocellulaire sclérodermiforme. C'est une forme rare, mais c'est une forme qui est grave par rapport aux autres formes. Donc, elle se représente sous forme d'une plaque, comme vous voyez ici, des plaques indurées, déprimées en leur centre. Elles sont brillantes, mal limitées. Elles peuvent des fois évoquer une cicatrice. Elles ont une évolution centrifuge et généralement, elles sont localisées en péri-orificiel, comme vous voyez ici, près de l'œil. Et puis, il y a le CBC térébrant matérialisé par cette photo. Donc là, je vous dis que sa malignité, elle est locale, mais vous voyez ici, il y a l'atteinte de la paupière, mais aussi il y a l'atteinte du globe oculaire. Et donc, pour être carcinologique chez cette patiente, il va falloir enlever même le globe oculaire parce qu'il est atteint par la tumeur. Vous voyez, la tumeur, elle ne va pas donner de métastase, mais elle va évoluer surtout en profondeur et donc être térébrante. Cette tumeur, si elle n'est pas traitée et qu'on la laisse évoluer, elle va s'étendre vers elle va prendre de l'espace au niveau de la face, s'étendre vers le nez, peut-être même vers l'autre œil. Et déjà là, cet œil-là, on peut dire qu'il est cuit. Donc, le diagnostic est orienté par la clinique. Donc, cliniquement, on a parlé de comment se manifeste ce carcinome basocellulaire, mais la certitude, elle sera apportée, bien sûr, par l'histologie. Donc, moi, je conseille la biopsie exérèse. Quand on a ces
lésion perlée et qui nous oriente vers un carcinome basocellulaire, on peut se permettre de faire la biopsie exérèse avec des marges de 5 mm. C'est ce que d'ailleurs nous recommande la Haute Autorité de France, la HAS. Donc, ils nous recommandent de faire une biopsie exérèse avec des marges de 5 mm quand la lésion est de petite taille et que le diagnostic est fort probable, c'est-à-dire il y a beaucoup de signes de présomption qui nous disent que qui nous oriente vers un carcinome basocellulaire. Et puis, on peut faire une biopsie intralésionnelle quand le diagnostic n'est pas certain et aussi quand la tumeur est de très, très grande taille, quand l'exérèse nécessite une reconstruction immédiate, par exemple au niveau de la paupière, quand on enlève la paupière supérieure ou la lèvre inférieure, il faut reconstruire immédiatement. Quand la taille de la tumeur est très, très grande, donc on doit d'abord s'assurer que c'est un carcinome basocellulaire. Et puis, quand le pronostic est mauvais ou que le traitement prévu n'est pas chirurgical, par exemple, parce que la tumeur est très, très étendue ou qu'il y a le malade, il y a une contre-indication à l'anesthésie du malade, donc on ne peut pas l'opérer. À ce moment-là, on va faire une biopsie pour avoir une preuve histologique et pouvoir le présenter en réunion de concertation pluridisciplinaire avec les oncologues et les radiothérapeutes. Donc, dans tous les cas, la biopsie doit inclure le derme profond afin de détecter une forme infiltrante et étudier les sous-types histologiques. Donc, cliniquement, on a dit qu'il y avait 3 sous-types cliniques. Donc, nous avons parlé du carcinome basocellulaire nodulaire, du superficiel et du sclérodermiforme. Il y a aussi 4 sous-types qui sont dictés par l'histologie cette fois. Et donc, il y a 4 sous-types de carcinome basocellulaire. Il faut savoir que la biopsie n'affecte pas l'histoire naturelle de la maladie quand elle est rapidement complétée par une exérèse en cas de positivité du diagnostic. Je vous explique, c'est-à-dire que quand on fait une biopsie, il ne faut pas trop attendre avant de faire la reconstruction ou de compléter l'exérèse. C'est-à-dire, si la biopsie est faite rapidement, elle ne va pas affecter l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire elle ne va pas aggraver la maladie. Mais si on fait une biopsie et qu'on perd le malade de vue ou qu'on éloigne la prise en charge ou qu'on n'a pas le résultat de la NAPAT, le résultat a traîné pendant plusieurs mois, à ce moment-là, c'est vrai que cette biopsie cette biopsie affectera l'histoire naturelle de la maladie et elle entraînera l'aggravement de cette maladie. C'est pourquoi je vous dis que mieux vaut enlever la lésion en totalité. Donc, la biopsie, si le délai entre la biopsie et le traitement chirurgical est rapide, elle n'affectera pas l'histoire naturelle de la maladie. Donc, les 4 sous-types dont je vous parlais, les sous-types histologiques, on retrouve là aussi le CBC nodulaire, mais ça, ce sont des sous-types qui sont sous des critères, cette fois-ci histologiques. Les 3 sous-types cliniques, ils étaient classés après des critères cliniques. Là, c'est des critères histologiques. Donc, nous avons le carcinome basocellulaire nodulaire, le carcinome basocellulaire superficiel, le carcinome basocellulaire infiltrant et le carcinome basocellulaire sclérodermiforme. Ce qui est important et intéressant dans cette classification, c'est que ces 2 premiers, c'est-à-dire le nodulaire et le superficiel, sont moins graves que le carcinome infiltrant et sclérodermiforme. Et ceci va nous aider dans la prise en charge chirurgicale, c'est-à-dire quand on est devant un CBC nodulaire ou superficiel, les marges d'exérèse, les marges de sécurité seront de 5 mm, mais quand on est devant un carcinome infiltrant ou un sclérodermiforme, à ce moment-là, il faut prendre 1 cm de marge de sécurité. Donc là, je vous passe juste les recommandations. Donc, une fois on a notre diagnostic et on sait que c'est un carcinome basocellulaire, quels sont les examens paracliniques à demander? Généralement, on demande une radiologie, une TDM ou une IRM, justement, juste pour voir l'extension locale de la tumeur. Est-ce qu'elle atteint l'os? Quels sont les organes qu'elle atteint? Au niveau de la paupière, est-ce que l'œil est atteint? C'est juste pour voir l'extension locale de cette lésion. Et puis, il y a le bilan d'opérabilité qui peut être demandé et j'insiste aussi sur le bilan photographique, il faut prendre des photos. Donc là, on a dit que le carcinome basocellulaire, c'est un carcinome qui est de malignité locale, qui évolue localement et donc son pronostic, il dépend de sa capacité à récidiver ou pas. Donc, le pronostic du carcinome dépend du risque de récidive. Et ce risque de récidive, il nous est dicté par plusieurs
critères. D'abord, la localisation. La localisation, on va dire que c'est quand on a une tumeur, un basocellulaire au niveau du front, de la joue ou du menton, on va dire qu'ils ont un risque intermédiaire de récidive. C'est-à-dire que c'est la localisation qui va nous prédire si ce cancer va récidiver ou pas. Donc, quand c'est au niveau du front, de la joue ou du menton, on va dire que c'est une zone intermédiaire. Il risque pas vraiment de récidiver. Mais quand il est localisé au niveau du nez ou des zones périorificielles, c'est un cancer qu'il faut bien surveiller car le risque de récidive est bien élevé. Aussi, en ce qui concerne la taille, quand la taille du cancer dépasse 2 cm au niveau des zones intermédiaires, il faut bien le surveiller car il risque de récidiver. Et dans ces zones où il risque de récidiver, les zones du nez et les zones périorificielles, ici, il faut prendre une taille supérieure à 1 cm. Comme je vous ai expliqué les formes histologiques, donc le sclérodermiforme et l'infiltrant, ils ont un pronostic qui est plus grave que le nodulaire. Et la forme clinique mal limitée est aussi un critère de mauvais pronostic. Et bien sûr, les formes récidivantes, là aussi, c'est un mauvais pronostic. C'est-à-dire, quand je parle d'un mauvais pronostic, c'est-à-dire un cancer qui va là, quand je parle du carcinome basocellulaire, quand je dis mauvais pronostic, c'est-à-dire qu'il risque de récidiver. Donc, comme je vous ai dit, quand ce carcinome basocellulaire n'est pas traité, la tumeur, elle va progresser et augmente de taille lentement avec envahissement progressif des structures voisines et en profondeur. Et des fois, elle peut donner des délabrements, être une tumeur délabrante. Donc, correctement traité, le carcinome basocellulaire ne récidive pas, sauf pour le sclérodermiforme ou pour certaines localisations, comme je vous ai montré tout à l'heure, en périorificiel et au niveau du nez. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment surveiller le carcinome basocellulaire. Une fois, bien sûr, une fois traité. Alors, quel est le traitement du carcinome basocellulaire? Le traitement de choix du carcinome basocellulaire reste la chirurgie, car elle permet un taux de guérison élevé, elle permet le contrôle des marges histologiques et voir si on est passé en zone saine ou pas. L'exérèse doit être carcinologique et bien sûr, si elle occasionne une perte de substance, cette perte de substance doit être couverte dans un deuxième temps. Donc, l'exérèse du carcinome basocellulaire, donc je vais juste, parce que comme j'avais fait des animations, donc là, vous voyez sur l'image un cancer et on avait pris des marges pour l'exérèse. Donc là, on avait suspecté cliniquement que ce soit un basocellulaire. Donc d'emblée, on a pris des marges de 5 mm et là, vous avez l'image après l'exérèse. Donc, quand on est devant donc, le premier traitement, donc c'est l'exérèse chirurgicale qui doit être carcinologique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des marges de sécurité. Donc, quand on suspecte un carcinome basocellulaire, il faut prendre des marges de 3 à 5 mm, enlever moi je préconise d'enlever la lésion en totalité. Si la lésion a été enlevée dans la biopsie exérèse, à ce moment-là, et qu'on a l'anapathe, le résultat d'anapathe, selon le type histologique. Si j'avais pris, par exemple, 5 mm de marge et que l'histologiste me dit que c'est un sclérodermiforme, alors à ce moment-là, je vais compléter mes marges parce que pour le sclérodermiforme, il faut prendre 1 cm de marge. Donc, je compléterai mes marges selon le résultat histologique et bien sûr, il faut que l'exérèse en profondeur arrive jusqu'à la graisse sous-cutanée. Donc, quand le patient a bénéficié d'une biopsie et que la biopsie me donne la nature exacte et tout, donc je peux prendre mes marges lors de l'exérèse carcinologique. Quand j'ai fait au lieu de la biopsie, j'ai fait une biopsie exérèse avec, moi, je sais combien de marges j'ai pris, 3 ou 5 mm. Selon le résultat de l'anapathe, je vais soit compléter mes marges, soit couvrir. Des fois, on prend même des marges. Par exemple, je fais une exérèse avec 5 mm de marge, mais quand j'ai le résultat anapathe, histologiquement, on n'est pas à 5 mm. Donc, normalement, ces marges-là, elles doivent être histologiques.
carcinologiques. Et comme nous, on ne peut pas les voir, c'est l'anatomopathologiste qui nous le donne. Moi, par exemple, à la base, j'avais pris 5 millimètres, comme sur l'image ici, 5 millimètres macroscopiquement. Et par exemple, l'histologiste, il me répond que, par exemple, cette limite, ici, je suis à 1 millimètre de la lésion tumorale, ben, je vais compléter de 4 vers le haut. Lors de ma couverture, je vais compléter mes exérèses. Il faut que toutes les limites soient à 5 millimètres, selon la nature. Si c'est un sclérodermiforme ou un infiltrant, il faut que ce soit à 1 centimètre. Si l'histologiste me répond que c'est un carcinome infiltrant et que les limites sont à moins d'1 centimètre, la limite qui est à moins de centimètre, je vais la compléter. Donc voilà, il faut que l'exérèse soit carcinologique et que les marges, que je passe en marge saine. Et tout ceci sera bien sûr aidé par le compte-rendu de l'anatomopathologiste. Donc, ensuite, une fois que j'ai enlevé ma tumeur et que je suis passée en zone saine, que je suis carcinologique, à ce moment-là, je peux réfléchir à la réparation de cette lésion. La réparation de cette perte de substance occasionnée par la lésion. Ce qu'il faut retenir, que d'abord, il faut utiliser une couverture qui va me permettre de surveiller cette lésion et cette zone-là, parce qu'au cas où il y ait une récidive, si je m'amuse à mettre des lambeaux qui vont prendre du temps parce qu'une tumeur qui traverse un lambeau va prendre beaucoup plus de temps qu'une tumeur qui va traverser une greffe. Donc, pour la surveillance, normalement, la greffe, elle est meilleure que le lambeau. Donc, à chaque fois que je peux privilégier, par exemple, une greffe pour que je puisse surveiller, pour faciliter la surveillance. Parce que dès que la lésion survient, je pourrai la voir. Maintenant, si j'ai mis un lambeau qui est plus épais que la greffe de peau, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais quand, par exemple, la perte de substance survient au niveau du nez, l'aile narinaire, au niveau d'une paupière, au niveau de la lèvre, à ce moment-là, il faut mobiliser des lambeaux pour pouvoir reconstruire ces organes, c'est-à-dire reconstruire le nez, reconstruire la paupière ou la lèvre ou l'oreille. Donc, ma réparation, elle dépend d'abord. Il faut que je pèse le pour et le contre. Je vois d'abord comment surveiller mon malade et aussi comment reconstruire pour avoir un résultat esthétique, bien sûr, acceptable. Donc, la réparation ne doit être réalisée qu'une fois le diagnostic histologique posé et les marges connues et qu'on nous dise qu'on est bien en zone saine et qu'on nous dise la marge qu'on a, la marge histologique qu'on a. Bien sûr, elle permet le suivi et la surveillance d'une récidive. Donc, il faut que cette couverture permette le suivi et la surveillance. C'est pour ça qu'on préconise d'abord les techniques les plus simples, c'est-à-dire une suture directe, une cicatrisation dirigée, une greffe de peau, bien sûr, quand ça le permet aussi, et qu'elle soit, parce qu'on est au niveau du visage, cette greffe de peau doit être faite en unité esthétique pour que le résultat esthétique soit acceptable et satisfaisant. Donc, il n'y a pas de curage ganglionnaire pour le carcinome basocellulaire parce qu'il n'évolue pas vers les ganglions. Après la chirurgie, qui est le traitement primordial, il y a la radiothérapie. Alors, elle est indiquée quand la chirurgie est impossible, peut-être parce qu'elle est contre-indiquée chez un malade ou parce que la taille de la tumeur ne relève pas d'un traitement chirurgical, elle est tellement énorme qu'on ne pourra pas l'extirper chirurgicalement, ou lorsqu'on a enlevé la tumeur, mais qu'on n'a pas été complet, l'exérèse a été incomplète et qu'on ne peut pas la compléter justement parce qu'elle est proche d'un organe noble, par exemple, ou qu'on peut pas être carcinologique à ce moment-là. Donc, il faut faire une radiothérapie et ou un complément de radiothérapie après la chirurgie. Donc, c'est ce que je vous ai dit, les indications, c'est quand l'exérèse est incomplète, quand il y a un carcinome basocellulaire qui est récidivant, quand on est devant un carcinome basocellulaire nodulaire de taille inférieure à 2 cm et quand il y a un envahissement osseux ou cartilagineux, par exemple au niveau du nez ou de l'oreille. La chimiothérapie n'a pas de place dans la pratique courante et dans le traitement du basocellulaire. Et puis, il y a de la cryochirurgie qui est une alternative à la chirurgie. Mais bon, nous, les chirurgiens, on parle que de chirurgie de radiothérapie. Donc,
là, selon les recommandations. Donc, pour les carcinomes de bon pronostic, le traitement de première intention reste la chirurgie. Deuxième intention, c'est-à-dire au cas de contre-indication de la chirurgie, c'est la radiothérapie. Pour les tumeurs de pronostic intermédiaire, donc la chirurgie avec des marges de 4 mm, on peut faire une extemporanée, c'est-à-dire enlever la tumeur et l'enlever tout de suite à la nappate pour qu'il ne ou pas, ou faire une chirurgie en deux temps comme on le fait assez souvent, c'est-à-dire on va faire l'exérèse de la tumeur en entier avec les marges et on va attendre le résultat pour pouvoir et compléter les marges et reconstruire par la suite. Donc, quand l'exérèse est incomplète, la chirurgie et en deuxième intention, la radiothérapie. Et bien sûr, comme je vous ai dit, la chirurgie reste le meilleur traitement et la radiothérapie au cas où la chirurgie n'est pas possible ou qu'elle est soit incomplète. Et puis, donc maintenant, on a opéré notre malade, donc le suivi, donc il nécessite une surveillance régulière pour dépister une éventuelle récidive locale ou une nouvelle lésion. Mais c'est très, très important de dépister les récidives. Donc, le contrôle pendant la première année, c'est tous les 3 mois. Pendant la deuxième année, une fois tous les 6 mois. Et puis après, une fois par an. La prévention, bien sûr, des basocellulaires, c'est la protection solaire et la dépistage dans la population à risque. Donc, plus le basocellulaire est dépisté précocement, plus le traitement sera efficace. Donc, en résumé, le carcinome basocellulaire, c'est un cancer qui est cutané, c'est le cancer cutané le plus fréquent, mais il n'atteint jamais la muqueuse. Il a une malignité locale, il ne donne pas de métastases. Les métastases sont exceptionnelles. Les adénopathies, il ne donne pas d'adénopathie. La lésion qui peut nous faire suspecter le diagnostic, ce sont les perles. Il existe 3 sous-types cliniques qui sont le CBC nodulaire, le CBC sclérodermiforme et le CBC superficiel. Le pronostic, donc, il reste bon, mais il dépend des récidives. Il n'y a pas de bilan d'extension à demander. Le traitement de première intention est la chirurgie et il n'y a pas de curage ganglionnaire. Maintenant, nous allons passer au deuxième type de cancer, c'est le carcinome épidermoïde. Alors qui est une tumeur épithéliale maligne qui tend à reproduire les structures suprabasales de l'épiderme. Il survient souvent sur une lésion prénéoplasique ou sur un carcinome in situ. Il se manifeste sous la forme d'un nodule érythémateux, ulcéré, mal limité, recouvert de croûte et qui saigne au contact. C'est la prédilection pour l'homme de la 7e décennie et c'est le deuxième cancer cutané de la face après le carcinome basocellulaire. Donc, il a une extension locale qui se fait comme le carcinome basocellulaire et en surface et en profondeur, avec une prédilection pour l'extension le long des filets nerveux et des gaines vasculaires. Donc, il va évoluer localement en profondeur et en superficie, mais aussi il a une dissémination qui est lymphatique et hématogène avec pour cible le poumon, le foie, l'os et le cerveau. Donc, c'est un cancer qui va donner des adénopathies et des métastases pulmonaire, hépatique, au niveau de l'os et au niveau du cerveau. Donc, c'est l'atteinte ganglionnaire qui conditionne le pronostic de ce cancer. Donc, au contraire du basocellulaire, le carcinome spinocellulaire ou carcinome épidermoïde, c'est un carcinome qui d'abord atteint et la peau et les muqueuses. Il va atteindre même les muqueuses. Et puis, c'est un cancer qui a une évolution plus rapide que le carcinome basocellulaire et qui a une dissémination lymphatique et hématogène. Donc, il va donner des adénopathies et des métastases. Et c'est l'atteinte ganglionnaire qui va conditionner le pronostic de ce cancer. Donc, cliniquement, il se manifeste lui aussi par plusieurs formes. Donc, la forme la plus typique qu'on peut retrouver, c'est la forme ulcéro-végétante. Donc là, c'est l'aspect typique dont je reviens sur notre patient. Donc, c'est l'aspect le plus typique. Donc, il s'agit d'une tumeur qui est saillante, infiltrée. Sa surface, elle est irrégulière, elle est bourgeonnante au niveau de la périphérie, elle est ulcérée au centre. Dès qu'on la touche, elle saigne. À la palpation, les bords sont durs, ils sont infiltrés. La base aussi est infiltrée. Des fois, l'infiltration, elle dépasse les limites de la lésion. Généralement, cette lésion, elle est fixe au plan profond.
Il peut avoir une forme nodulaire. Donc là, c'était la forme ulcéro-végétante cliniquement, une forme nodulaire, comme vous voyez sur ces photos. Donc, c'est sous forme d'un nodule, comme vous voyez ici au niveau du pavillon de l'oreille. Donc, sous forme d'un nodule symétrique, croûteux en son centre. Et là, il présente un diagnostic différentiel avec le kératoacanthomme que vous voyez ici. Ça c'est des lésions de kératoacanthomme, mais là, c'est le cancer, le carcinome épidermoïde. Et la troisième forme, c'est la forme bourgeonnante, où on ne retrouve pas d'ulcération, mais que des bourgeons. Elle se présente sous forme d'un nodule rouge rosé, plus ou moins volumineux, sous forme de masse charnue condylomateuse, souvent de grande taille. Là aussi, c'est un nodule qui est énorme, rougeâtre, mais les zones noirâtres que vous voyez, ce sont des zones de nécrose parce que la tumeur a beaucoup évolué. C'est une tumeur qui a pris beaucoup de temps et beaucoup d'espace pour évoluer. Donc, ces lésions du carcinome spinocellulaire peuvent être accompagnées d'un prurite, d'une douleur. Le saignement sur une lésion préexistante doit nous alarmer de la dégénérescence de cette lésion. Là, vous avez une lésion sur la lèvre rouge pour vous montrer que le carcinome épidermoïde peut aussi survenir au niveau des muqueuses. Donc là aussi, après l'examen de la lésion, il faut examiner les téguments, examiner toute la face, ici faire un examen endobuccal, examiner la face à la recherche d'autres lésions et bien sûr l'examen des adénopathies, les aires ganglionnaires et aussi la parotide quand c'est une tumeur qui se draine, quand la tumeur siège au niveau d'une zone qui se draine vers la parotide et aussi vers les adénopathies cervicales, c'est important. Et puis le reste de l'examen, c'est sûr, appareil par appareil, sans oublier la prise de photo. Là aussi, comme pour l'autre cancer, il faut faire soit une biopsie exérèse. Quand on suspecte un carcinome épidermoïde, quand c'est une petite lésion, on n'hésite pas à faire une biopsie exérèse. Quand la lésion est très grande ou qu'elle nécessite une réparation au niveau d'une zone qui nécessite la réparation immédiate, à ce moment-là, on peut faire une biopsie. Et là aussi, il faut orienter la biopsie, notre biopsie comme tout à l'heure. Alors, comme compte rendu de carcinome épidermoïde, donc on va nous préciser donc la nature, on va poser le diagnostic de carcinome épidermoïde, mais on va aussi nous préciser le Breslow du carcinome épidermoïde, c'est-à-dire l'épaisseur. L'épaisseur, ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il est de 3 mm, donc c'est l'aspect morphologique d'un carcinome épidermoïde infiltrant. Indice de Breslow 3 mm, c'est-à-dire l'épaisseur de la tumeur et la plus grande épaisseur de la tumeur est de 3 mm. Il va aussi nous préciser le degré de maturation de différenciation de la lésion, parce que là aussi, c'est un critère de gravité qui va déterminer la gravité de la tumeur. Elle dépend le degré de différenciation et le degré d'invasion tumorale, c'est-à-dire est-ce qu'il a envahi les petits vaisseaux et les filets nerveux. Donc, des signes histologiques qui sont de mauvais pronostics sont l'engaînement périnerveux, les emboles vasculaires et le caractère indifférencié de la prolifération tumorale. Et ces critères-là, on va les avoir à l'histologie. Donc, retenez que quand on a dans un compte rendu que la tumeur qui a absence d'engaînement périnerveux, absence d'embole vasculaire, on peut dire que c'est un meilleur pronostic que s'il nous avait dit avec présence d'embole et présence d'engaînement périnerveux. Et bien sûr, le caractère indifférencié de la lésion est aussi un critère de mauvais pronostic. Donc maintenant que le diagnostic de notre carcinome épidermoïde est confirmé, eh bien, il va falloir faire un bilan d'extension et une classification TNM à notre carcinome épidermoïde. Le bilan d'extension est primordial parce qu'on a dit que c'est un cancer qui va entraîner des métastases à distance et qui va donner des adénopathies. Donc, il faut voir si notre patient a déjà développé ces adénopathies et ces métastases. Et puis, il faut classer ce cancer parce que de cette classification va découler le traitement.
Donc, le bilan d'extension, il faut faire une échographie des aires de drainage de la tumeur. Donc, voir si la zone de drainage de la tumeur se draine vers la parotide. N'hésitez pas à demander une échographie de la région parotidienne, une échographie cervicale à la recherche d'adénopathie cervicale, une TDM ou une IRM pour évaluer l'extension locale et en profondeur de la tumeur, là aussi pour voir où est-ce qu'elle arrive en profondeur, surtout au niveau de la face. On peut pas savoir si elle arrive, par exemple, au niveau une tumeur de la paupière, est-ce qu'elle atteint le globe oculaire, une tumeur de la joue, est-ce qu'elle atteint le sinus, etc. Donc, il faut toujours voir où cette tumeur arrive en profondeur, donc par la TDM ou par l'IRM. Donc, et aussi demander une TDM thoraco-abdominopelvienne pour rechercher les métastases et les adénopathies profondes. Un PET scan peut être demandé à la recherche de métastases. Donc, là, ensuite, une fois on a notre bilan d'extension, on peut classer notre cancer, notre patient. Donc, cette classification, c'est la classification TNM qui se base sur la taille de la tumeur, la présence ou pas et la taille des adénopathies et la présence ou pas de métastases. Donc, elle varie de la T0, c'est-à-dire aucune trace d'une tumeur primaire, à T4 où la tumeur, elle est de grande taille et elle envahit les organes avoisinants. On a le T1 où la tumeur est inférieure elle a une taille inférieure à 2 cm, T2 supérieur à 2 cm et T3, une tumeur qui dépasse 3 à 5 cm. Aussi, nous avons donc cette classification, elle se base sur la présence ou pas d'adénopathie. Donc N0 par exemple, pas d'adénopathie. Et puis à partir de N1, et là aussi en fonction de la taille, on va classer notre malade en fonction de la taille des adénopathies et du nombre de ces adénopathies, et si elles sont homolatérales ou homo et hétérolatérales. Et puis les métastases, l'absence de métastases, ça sera M0 et présence de métastases M1. Quand on n'arrive pas à évaluer, ça sera MX. Et donc, une fois on a classé notre malade, ça va permettre de faire une stadification, une classification en stade qui va nous aider dans le traitement. Donc, le stade 0, quand on est devant une tumeur in situ, sans métastase ganglionnaire ni métastase à distance. Stade 1, c'est une tumeur T1, c'est-à-dire d'une taille inférieure à 2 cm et sans métastase ni adénopathie. Donc, selon les stades, chaque stade aura son traitement. Par exemple, le stade 4, c'est des tumeurs de T1, T2, T3 avec des adénopathies mais sans métastase. T4, quelles que soient les adénopathies sans métastase, ou toutes les tailles, que ce soit T1, T2, T3, T4, mais que quand le patient a des métastases, on va parler de stade 4. Donc, cette stadification va nous aider dans la prise en charge et dans le traitement. Les facteurs de mauvais pronostic du carcinome spinocellulaire sont d'abord la taille tumorale. Dès que la taille de la tumeur dépasse 2 cm, on est devant un cancer qui est de mauvais pronostic. La localisation aussi, la lèvre et l'oreille sont des localisations de mauvais pronostic. La croissance rapide de cette tumeur, elle évolue en l'espace une durée très très brève. C'est un critère de mauvais pronostic. Et bien sûr, une tumeur qui récidive beaucoup, c'est un mauvais pronostic. Aussi, comme on l'avait dit tout à l'heure, les métastases ganglionnaires sont prédicteurs de mauvais pronostic. L'immunosuppression, quand ces tumeurs surviennent chez, par exemple, un patient, un diabétique, un patient séropositif au VIH, etc. Ce sont des facteurs pronostiques des facteurs de mauvais pronostic. Et puis les critères que je vous ai cités tout à l'heure, histologiques, qui sont l'engaînement périnerveux, le caractère plus différencié de la tumeur et les emboles vasculaires. Là aussi, quand on en retrouve un de ces lésions, ils prédisent du caractère du mauvais pronostic de ce carcinome spinocellulaire. Donc, l'évolution locale du carcinome spinocellulaire ou épidermoïde, quand il n'est pas traité, se fait en profondeur et en surface, avec une prédilection particulière pour l'extension le long des filets nerveux. Donc, il va évoluer localement
en périphérie et en profondeur, mais aussi il va évoluer à distance avec une double voie, une voie lymphatique qui va nous donner des atteintes ganglionnaires et une voie sanguine qui va donner des métastases vers le poumon, le foie, les os et le cerveau. Donc, le traitement du carcinome épidermoïde, donc d'abord, quand on a le diagnostic et la classification, il faut présenter le malade en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il faut prendre la décision de son traitement avec les oncologues et les radiothérapeutes. Il faut discuter avec eux la conduite à tenir et le traitement qu'il faut faire en fonction de son stade et de sa classification TNM. Donc, c'est lors de cette réunion que sera prise la décision de quel traitement sera le plus approprié à ce patient. Donc, les traitements qu'on a, il y a d'abord la chirurgie, qui là aussi doit être carcinologique et qui reste le traitement de choix. Bien sûr, comme ce qu'on a dit pour le carcinome basocellulaire, il faut distinguer l'exérèse de la réparation, c'est-à-dire je suis devant un carcinome spinocellulaire, je vais prendre mes marges d'exérèse, il faut que je sois carcinologique et donc ma marge doit être de 1 cm, il faut que je sois en profondeur, j'arrive au niveau de l'hypoderme. Je ne prends pas compte je vais dire, ah non, ça va m'empêcher d'avoir un bon résultat de réparation ou ça va handicaper les techniques que j'ai pour réparer. Non, ce qui est primordial d'abord, c'est d'enlever la tumeur, c'est-à-dire être carcinologique et pour la réparation, on y réfléchira après. Mais l'essentiel, c'est d'abord d'enlever la tumeur. On est devant un carcinome spinocellulaire, épidermoïde, donc la marge est de 1 cm. Donc d'abord l'exérèse, bien sûr, envoyer la lésion à l'anapathe. S'ils me disent que je suis en zone saine et que je suis très loin de la tumeur de 1 cm, voire plus, c'est bon, je peux réparer. Sinon, si on me dit que la marge saine ne dépasse pas quelques millimètres, à ce moment-là, je dois compléter d'abord mes marges pour être à 1 cm et ensuite couvrir. Donc, le complément d'exérèse, s'il y a le lieu d'être, si la tumeur a déjà été enlevée, et la pièce, bien sûr, impérativement envoyée à l'anapathe. Et le caractère, voilà ce que je vous explique, le caractère suffisant, c'est-à-dire que c'est bon, je suis passé en zone saine, il n'est donné que par l'examen de l'histologie. C'est vrai que moi, je prends des marges macroscopiques, mais qui ne sont des fois pas les marges microscopiques. Donc, le caractère suffisant doit être donné par les marges microscopiques. Bien sûr, une fois on a enlevé notre tumeur, le carcinome épidermoïde, il faut faire un curage ganglionnaire parce qu'il y a une atteinte ganglionnaire. Quand il y a un envahissement ganglionnaire, le curage est primordial. Il faut le faire, il doit être fait, c'est un curage fonctionnel. En l'absence d'une adénopathie décélable à l'examen clinique ou même à la radio, on peut passer à ce qu'on appelle faire un ganglion sentinelle. Cette technique, elle n'est pas faite au niveau de tous les hôpitaux. Donc, lorsqu'il est possible de la faire, on va la faire. C'est-à-dire, on va injecter au niveau de la lésion on va injecter au niveau de la région péritumorale soit du bleu patente, soit un produit radioactif. Et on va au niveau du premier relais ganglionnaire, on va soit, si on met du bleu patente, on doit disséquer au niveau de ce ganglion et voir s'il a pris la couleur bleue, ou essayer de détecter la présence du produit radioactif par des sondes radioactives au niveau de ce premier relais ganglionnaire. Alors, quand ce premier relais ganglionnaire qui draine la zone où il y a le carcinome épidermoïde, quand je trouve qu'il a pris la couleur, c'est-à-dire qu'il est tumoral, à ce moment-là, il faut faire un curage. Du moment que le premier relais ganglionnaire est tumoral, il faut faire un curage. Quand ce premier relais est sain, il n'y a pas de tumeur, donc il n'y a pas lieu de faire un curage. Quand il n'y a pas, dans le cas où on ne peut pas faire ces techniques de ganglion sentinelle, ben, à ce moment-là, on va surveiller parce que souvenez-vous qu'on est dans le cas de figure où les adénopathies n'ont pas été décélables ni cliniquement ni paracliniquement. Et puis, quand je retrouve qu'il y a des adénopathies au niveau de la parotide, il faut aussi, en plus du curage ganglionnaire, il faut faire une parotidectomie. Ensuite,
Une fois on a enlevé la tumeur et on a fait le curage, on peut réparer. Et là aussi, comme pour le carcinome basocellulaire, il faut commencer par les techniques les plus simples, que ce soit la suture directe si elle est possible, mais généralement dans les carcinomes spinocellulaires, elle n'est pas possible parce que la perte de substance est grande. La cicatrisation dirigée, privilégier la greffe de peau quand elle est possible. On est au niveau du visage, donc il faut la faire en unité esthétique. Sinon, s'il faut réparer des zones comme l'aile narinaire, la paupière, l'oreille, les lèvres, n'hésitez pas à faire des lambeaux. Maintenant, à comparer le lambeau avec la greffe reste un meilleur moyen de surveillance parce que le carcinome va prendre moins de temps à apparaître sur une greffe que sur un lambeau. Là aussi, la radiothérapie externe peut être utilisée sur des grandes surfaces. La chimio aussi, elle a peu de place au niveau du carcinome épidermoïde, mais on peut être amené à faire des radiochimiothérapies concomitantes, soit en préopératoire pour essayer de diminuer la taille de la tumeur quand elle est très volumineuse, soit quand la chirurgie n'est pas possible. Et à ce moment-là, il faut faire une radiochimio concomitante. Il y a d'autres techniques, mais que nous, les plasticiens, on n'utilise pas. Et ces techniques, elles ont l'inconvénient de ne pas pouvoir contrôler les limites d'exérèse. Et généralement, elles ne nous donnent pas de pièces à envoyer en histologie. Donc, les indications, quand on est devant un carcinome épidermoïde sans métastase ganglionnaire, on va faire une exérèse chirurgicale avec des marges. Généralement, pour un carcinome épidermoïde, c'est 1 centimètre de marge. Quand on est devant un carcinome épidermoïde avec métastase, eh bien, cette fois-ci, il faut faire l'exérèse chirurgicale avec le curage ganglionnaire, voire même la radiothérapie. Mais tout cela se décide au niveau des réunions de concertation pluridisciplinaire avec les radiothérapeutes et les oncologues. Quand le patient est inopérable ou qu'il y a des métastases à distance ou en cas d'exérèse incomplète, on peut faire une radiothérapie, voire radiochimiothérapie concomitante. Donc, le suivi, la surveillance doit être régulière pour dépister une éventuelle récidive locale ou une nouvelle lésion. Le PET scan permet de mieux détecter les métastases. Il peut être fait à partir de 2 mois après la chirurgie ou 2 à 6 mois après la chimiothérapie. On peut surveiller avec une TDM qui va nous montrer présence ou pas d'érosion osseuse, et l'IRM aussi, et bien sûr la TDM thoraco-abdominopelvienne pour voir les métastases à distance. Donc, en résumé, pour le carcinome épidermoïde, c'est un cancer qui touche la peau et les muqueuses. La dissémination est lymphatique et hématogène, donc on aura des adénopathies et des métastases. Il nécessite un bilan d'extension, une classification TNM qui va nous aider dans le traitement. Le traitement de première intention reste la chirurgie. L'exérèse doit se faire avec des marges de 1 centimètre et bien sûr un curage ganglionnaire quand on est en présence d'adénopathie. On passe à notre troisième et dernier type pour ce matin, qui est le mélanome. Donc là, pour cette partie, je me suis basée sur les recommandations de l'Institut national du cancer français, sur les recommandations qu'ils ont sorties en juillet 2024. Donc, le mélanome est une tumeur maligne dont le point de départ est le mélanocyte, donc comme on l'a déjà expliqué, mais c'est une tumeur qui a fort potentiel métastatique et ce sont les métastases qui conditionnent le pronostic. C'est une tumeur qui est exceptionnelle chez les enfants. Le 2 tiers des TC par tumeur cutanée sont dus au mélanome. Elle nécessite un dépistage précoce et le traitement chirurgical est codifié là aussi selon le Breslow. Donc, les circonstances de découverte sont soit l'apparition de nouveau sur une peau saine, dans la plupart des cas, on est devant une tache noirâtre d'apparition rapide, récente et suspecte, soit une transformation maligne d'un névus préexistant, soit des fois c'est par des métastases qui vont révéler la tumeur. Donc, comment on découvre ce cancer? Donc, soit l'apparition d'une tache noirâtre sur une zone qui était jusque-là saine, donc elle doit nous faire suspecter la présence d'un mélanome. Quand on a des névis préexistants et sur l'un de ces névis, il va changer de couleur et d'aspect, cette transformation doit nous inquiéter. Et puis, des fois, malheureusement,
la découverte de ce cancer se fait par des métastases qui vont révéler la présence de ce cancer. À chaque fois, dès qu'on suspecte la présence d'un mélanome, il ne faut pas faire de biopsie. Il ne faut pas faire de biopsie, il faut faire une exérèse biopsique et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc, généralement, l'aspect typique du mélanome, c'est une lésion qui est pigmentée, comme vous voyez sur la photo. C'est une lésion qui est plane. Des fois, elle peut être nodulaire, mais généralement, elle est plane. Elle est pigmentée. Les limites, comme vous voyez, sont irréguliers. La couleur, elle est hétérogène. Il y a des zones hyperpigmentées, des zones peu pigmentées. Et puis, la taille. Cette lésion pigmentée plane, pour le mélanome, elle est caractérisée par ce qu'on appelle les critères ABCD. Donc, A pour asymétrie, donc comme vous voyez, c'est une lésion qui n'est pas symétrique. B pour les bords qui sont irréguliers, comme sur l'image. C pour la couleur qui est hétérogène, donc des zones très pigmentées et des zones au contraire peu pigmentées. D pour le diamètre qui est supérieur à 6 mm et E pour l'évolution qui est récente et qui est rapide. En plus de ça, on peut retrouver la lésion peut être prurigineuse, peut saigner, peut être inflammatoire. Il peut y avoir une ulcération au niveau de ces lésions et une infiltration de la peau. Aussi, toute modification, comme je vous ai dit, récente d'un névus préexistant, soit modification de la couleur, de la taille, il devient ulcéré, il saigne. Donc, à chaque fois qu'il y a modification d'un névus, il faut suspecter sa transformation en mélanome. En plus de la règle ABCD, on va ajouter la règle du vilain petit canard, c'est-à-dire c'est le névus qui ne ressemble pas aux autres névis qui l'entourent. Donc là aussi, il faut suspecter la présence d'un mélanome. Il y a aussi des formes bourgeonnantes, en plus de ces formes soi-disant typiques que je vous ai décrites, il y a des formes bourgeonnantes qui sont généralement de couleur rouge, et puis il y a des formes ulcéreuses avec un fond de couleur noire ou rouge. Donc, l'inspection et la palpation de la... Une fois on a examiné et on a suspecté ce mélanome sur cette lésion, il va falloir inspecter et palper la totalité du revêtement cutané et des muqueuses parce que c'est une tumeur qui atteint les muqueuses aussi. Donc, il faut faire un examen général de tous les téguments et toutes les muqueuses à la recherche d'une deuxième localisation. Bien sûr, il faut examiner les aires ganglionnaires qui drainent cette zone-là à la recherche d'adénopathie parce que c'est une tumeur qui donne des adénopathies. Et bien sûr, rechercher au niveau de tout le corps de la présence d'autres lésions pigmentées suspectes ou de nodules sous-cutanés. Aussi, donc, on a dit la palpation des aires ganglionnaires, de la région parotidienne et de la zone rétrospinale. Ce sont des zones qui drainent les différentes zones de la face et bien sûr rechercher une altération de l'état général, des douleurs inhabituelles ou des signes neurologiques qui sont concomitants à cette lésion. Le diagnostic différentiel de mélanome se fait avec le névus dysplasique, avec l'épithélium basocellulaire tatoué, avec des verrues séboroïques pigmentées et avec le névus de Spitz. Là aussi, au niveau du mélanome, nous avons plusieurs formes cliniques, tout comme pour le carcinome basocellulaire et pour le carcinome épidermoïde. Donc, nous avons le mélanome à extension superficielle, comme vous voyez sur les images, qui sous forme de petits nodules, comme vous voyez ici, de petits nodules polycycliques, polychromiques, généralement une tache de couleur noire, brun ou noir, avec des contours irréguliers et dont l'extension se fait horizontalement. Pour le mélanome à extension superficielle, il répond aux critères ABCD et son évolution, elle va se faire superficiellement, c'est-à-dire une évolution horizontale. La deuxième forme, c'est le mélanome nodulaire, comme vous voyez ici, sous la forme d'un nodule qui peut s'ulcérer, comme sur la photo ici. Donc, il se présente sous forme d'un nodule noir, bleuté, bleu-gris. L'extension, cette fois-ci, ne se fait pas en superficielle horizontalement, elle va se faire verticalement, c'est-à-dire en profondeur, avec une augmentation rapide de la taille et l'évolution vers l'ulcération.
Le troisième type, c'est le mélanome lentigineux qui commence par une macule pigmentée polychrome. Comme vous voyez ici, c'est une lésion qui est polychrome. Il y a des zones hyperpigmentées et des zones achromiques. Il s'étend de façon polycyclique, comme vous voyez, et il y a apparition de zones nodulaires, comme ici au centre, intensément pigmentées et de zones avec des zones dépigmentées. Il y a aussi la mélanose de Dubreuil qui siège électivement sur les zones découvertes. Elle touche essentiellement souvent la femme. Elle se présente sous forme d'une tache plane, polychrome, de taille variable, avec bien sûr là aussi des bords irréguliers. Il s'agit d'un mélanome in situ à extension horizontale très lente et la régression est possible. Et puis le dernier type, c'est le mélanome achronique qui là, il faut faire attention parce qu'il n'a pas les critères qu'on avait déterminés. Il est rare, heureusement, mais c'est des taches qui sont achromiques, qui ne sont pas hyperpigmentées. Et même au niveau de l'examen histologique, on va trouver une absence de mélanine. Donc, la conduite à tenir au cours dès qu'on suspecte un mélanome, c'est l'exérèse en totalité de la lésion. Donc, la lésion doit être enlevée en totalité avec des marges cliniques de 2 mm. Il faut enlever la lésion en totalité. La biopsie ne doit pas être faite. Surtout quand c'est une biopsie partielle, elle ne doit pas être faite. Quand on ne peut pas faire l'exérèse de toute la lésion, au moins faire une biopsie de pleine épaisseur, c'est-à-dire être vraiment profond pour avoir toute l'épaisseur de la lésion. Mais sinon, il ne faut jamais faire de biopsie. Maintenant, pour faire des biopsies partielles, c'est juste ulcérer la lésion, et quand la lésion est ulcérée, son pronostic devient plus méchant. Donc, si on peut faire une exérèse totale, une exérèse biopsique, il faut la faire, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est recommandé. Quand on ne peut pas, alors c'est des biopsies de pleine épaisseur. Les biopsies partielles ne servent à rien, si ce n'est à aggraver le pronostic. Donc, l'examen anatomopathologique confirme le diagnostic de mélanome cutané. Il précise son type histologique, son épaisseur ou indice de Breslow là aussi, la présence d'une ulcération ou pas, la mesure d'indice mitotique dermique, et il va nous dire le caractère complet ou non de l'exérèse. Donc, là aussi, donc, l'examen histologique va nous préciser l'indice de Breslow comme pour le carcinome épidermoïde, c'est-à-dire l'épaisseur de la partie la plus haute du tissu tumoral. Il va aussi nous montrer s'il y a une ulcération ou pas, parce que la présence d'ulcération nous oriente vers le mauvais pronostic, et bien sûr l'indice mitotique dermique, comme le nombre de mitoses au niveau d'un millimètre carré. Là aussi, c'est un facteur de pronostic, et nous dire si l'exérèse a été complète ou pas. L'indice de Breslow, c'est lui qui va nous préciser la taille de la marge d'exérèse à prendre. Donc, l'indice de Breslow, comme vous voyez sur cette image, nous avons ici une lésion, un mélanome. Donc, le Breslow, il va mesurer l'épaisseur maximale entre la surface, la couche granuleuse superficielle et la cellule tumorale la plus profonde, et au niveau de la région la plus grande. Donc ça, à partir de là jusqu'ici, c'est l'indice de Breslow. Et c'est cet indice de Breslow qui va nous déterminer la taille de la marge d'exérèse à prendre. Donc, si on fait une biopsie, par exemple, et que la biopsie est prise ici, on n'aura pas un Breslow correct. Pour l'anatomopathologiste, le Breslow sera de cette taille-là. Si la biopsie arrive là, par exemple, le Breslow, il sera de cette taille-là, alors que ce n'est pas vrai. Le Breslow est beaucoup plus grand que ça. Et c'est le Breslow qui détermine la taille de la marge d'exérèse. Donc, si on ne peut pas prendre la totalité de la lésion, au moins essayer de prendre une biopsie sur toute la lésion et sur toute la hauteur de la lésion dans la région où l'épaisseur de la tumeur est maximale. Donc, si on ne peut pas faire ce type de biopsie, et ce qui n'est pas possible généralement, mieux vaudrait enlever toute la lésion, et comme ça, on aura le Breslow qui est correct. Mais de là à juste ulcérer notre tumeur avec une biopsie qui ne sert à
rien et qui ne va pas nous donner le résultat exact. Donc, mieux vaut ne pas faire de biopsie. Donc, le Breslow reste le meilleur indicateur pronostic de sa valeur découle, comme je vous ai dit, les modalités thérapeutiques, c'est-à-dire là, déjà, les marges d'Exérès. Donc, la tumeur, le mélanome, il a une évolution qui se fait en deux phases, en surface, une évolution horizontale et une évolution verticale en profondeur. Il va nous donner des métastases par voie hématogène et va nous donner des adénopathies. Le pronostic est en rapport avec l'indice de Breslow. Comme je vous ai dit, l'ulcération sous-estime le Breslow. Donc, à chaque fois qu'on a une tumeur ulcérée, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le bon Breslow, c'est un caractère de mauvais pronostic. Le bilan initial recommandé dès qu'on a notre diagnostic de mélanome, d'abord clinique et normalement on l'a déjà fait parce qu'on a cherché, examiné, inspecté tous les téguments et les muqueuses buccales, nasales et génitales. On a fait l'examen des aires ganglionnaires et bien sûr la palpation hépatique et splénique. Et il faut demander un bilan paraclinique et dans le cadre de savoir l'évolution et l'extension locale de la tumeur et l'extension régionale et à distance. Donc, on demandera une radio pulmonaire, une échographie cervicale et parotidienne, une TDM maxillofaciale ou IRM maxillofaciale pour détecter l'évolution en profondeur, TDM cervico-thoraco-abdominal pour les métastases à distance et une scintigraphie osseuse pour les métastases osseuse. Donc là, une fois on a fait notre bilan d'extension, on pourra classer notre mélanome. Là aussi, la classification TNM qui se base sur la taille de la tumeur. Une T0, c'est pas de tumeur à l'examen histologique de la pièce. T1, c'est une tumeur dont le Breslow est inférieur à 1 mm. T2, c'est une tumeur dont le Breslow est entre 1 mm et 2 mm. T3, c'est une tumeur dont le Breslow est entre 2 mm est inférieur à 4 mm, et T4, c'est une tumeur dont le Breslow dépasse 4 mm. L'atteinte ganglionnaire aussi est objectivée lors de cette classification, donc avec présence ou pas d'adénopathie homolatérale ou contralatérale et le nombre d'adénopathies présents. Les métastases aussi, est-ce qu'il y a métastase ou pas? En l'absence de métastase, on est en M0. Quand on a des métas, on est M1. Là aussi, ça nous permet de regrouper ces stades, regrouper ces patients en stades cliniques et selon ces stades, que de ces stades va découler notre traitement et notre prise en charge de la prise en charge de nos patients. Par exemple, stade 1A, on sait que c'est une tumeur qui est localisée, il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire ou métastatique. Quand on parle d'un stade 3, on sait que notre malade a des adénopathies. Et quand on parle d'un stade 4, on sait que notre patient a des métastases, quelle que soit la taille de la tumeur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la classification des mélanomes cutanés en stade peut être simplifiée. En stade 1, c'est-à-dire des mélanomes localisés avec un Breslow qui est petit, c'est-à-dire que la lésion elle est fine, qu'elle soit ulcérée ou pas. Stade 2, c'est un mélanome aussi localisé, mais avec un Breslow supérieur au stade 1. Stade 3, c'est des mélanomes avec des métastases locorégionales cutanées ou ganglionnaires. Et le stade 4, c'est des mélanomes avec des métastases à distance. Donc, le traitement des mélanomes reste chirurgical. Bien sûr, il faut présenter le malade avant de commencer le traitement en réunion de concertation pluridisciplinaire pour le discuter avec les radiothérapeutes et les oncologues, tout comme le carcinome épidermoïde. Les modalités seront exposées aux patients lors de la consultation et c'est lors de cette réunion de concertation que sera défini un programme de soins personnalisés pour nos patients. Le traitement, là aussi, reste la chirurgie avec l'exérèse tumorale qui doit être carcinologique. Le meilleur, c'est qu'elle soit faite en deux temps. D'abord, enlever la tumeur et ensuite, selon le rapport histologique, soit reprendre ou compléter l'exérèse chirurgicale. Et bien sûr, la pièce doit être toujours orientée, envoyée à l'histologie. Alors, pour revenir à notre Breslow qui détermine les marges d'exérèse,
Donc, les marges d'exérèse sont en fonction du Breslow. Donc, quand on est devant un mélanome in situ, les marges seront de 0,5 cm. Quand notre Breslow est de 1 mm, les marges seront de 1 cm. Quand le Breslow est entre 1 0,1, c'est-à-dire plus de 1 mm, entre 1 mm et 4 mm, on prendra des marges de 1 à 2 cm. Quand le Breslow est supérieur à 4 mm, à ce moment-là, on prendra des marges de 2 à 3 cm. Au-delà de 3 cm, ça ne sert plus à rien d'agrandir les marges. Ça n'aura aucune répercussion sur le pronostic. Et en profondeur, bien sûr, il faut arriver jusqu'au plan profond, même au plan aponeurotique. Pour les mélanomes de Dubreuil non invasifs, une marge de 1 cm, voire de 0,5 cm est acceptable. Lorsqu'on ne peut pas prendre de marge de 2 cm, par exemple, on est à proximité du globe oculaire ou au niveau d'une zone où on ne peut pas se permettre de prendre 2 cm, à ce moment-là, 1 cm, 1,5 sont acceptables. Le curage ganglionnaire, bien sûr, là aussi, il est indiqué en présence d'adénopathie, comme on a expliqué tout à l'heure pour l'épidermoïde. Donc, quand on est devant des adénopathies, il faut faire un curage radical. L'absence d'adénopathie, soit l'abstention thérapeutique et la surveillance, soit là aussi la recherche du ganglion sentinelle, soit faire un curage sélectif. Toutes ces techniques dépendent des écoles et des chirurgiens. Donc, la technique du ganglion sentinelle doit être proposée pour les tumeurs localisées, c'est-à-dire stade 1 et 2, quand le Breslow est supérieur à 0,75, quand les marges profondes sont atteintes, quand il y a un envahissement lymphatique ou vasculaire chez le sujet jeune et quand on est en présence d'une ulcération. Et là aussi, une fois on est carcinologique, on a enlevé la tumeur avec ses marges, on peut réfléchir à la réparation avec les mêmes critères qu'on a décrits tout à l'heure. Il y a des traitements médicaux pour le mélanome, à savoir la chimiothérapie par voie générale, le loco-régional, mais ça reste un traitement palliatif. Il y a la radiothérapie à visée antalgique pour les métastases osseuses. Il y a radiochimio concomitante et puis il y a l'immunothérapie, l'interféron alpha à faible dose pendant 18 mois ou à forte dose pendant 1 an. Le suivi du mélanome, il peut être d'abord clinique, par l'examen clinique. Donc, il faut chercher, comme on a dit, l'inspection de tous les téguments et des muqueuses à la recherche d'autres lésions. Donc, toujours, une fois on a un patient qui a développé un mélanome, il faut toujours l'examiner et lui apprendre à s'examiner, à rechercher des lésions, rechercher des complications au traitement. Et bien sûr, il faut lui rappeler les méthodes d'auto-examen. Il faut qu'il s'examine lui-même à la recherche de lésions, de nouvelles lésions, à la recherche d'adénopathie et bien sûr insister sur la protection solaire. Le rythme de suivi dépend bien sûr du stade du patient. Bien sûr, il y a un suivi par imagerie et là aussi, il va se baser sur le stade de notre patient. On peut demander une échographie ganglionnaire de l'aire de drainage et de la région de la cicatrice pour les stades 1B et des stades 1B à 3, une TDM thoraco-abdominopelvienne ou une IRM cérébrale quand on est devant des stades 3. Donc, en résumé, le mélanome, il touche la peau et les muqueuses. C'est des lésions hyperpigmentées. Il y a toujours des adénopathies et il faut toujours rechercher des adénopathies et des métastases. Il ne faut pas faire de biopsie, il faut faire une exérèse biopsique pour avoir un Breslow correct, parce que c'est les dicter notre conduite à tenir thérapeutique. Il nécessite un bilan d'extension, une classification TNM. La chirurgie reste le traitement de première intention et l'exérèse avec des marges qui seront dictées selon l'épaisseur de l'indice de Breslow. Donc là, j'ai des cas cliniques à vous montrer. Par exemple, là, on était devant un carcinome basocellulaire sclérodermiforme qui était là aussi sur le sourcil, qui prenait une partie du front et de la paupière supérieure. Donc, on a fait, ici, c'est les limites de l'exérèse et on a recouvert par un lambeau
prélevés au niveau du front. Donc, vous voyez ici. Notre deuxième cas, c'est un carcinome là aussi basocellulaire au niveau de la joue. Donc, on a enlevé la tumeur avec des marges de 5 mm et on a mobilisé un lambeau temporojugal pour réparer cette perte de substance occasionnée par l'exérèse de cette tumeur. Ici, c'est une tumeur au niveau du nez. Donc là, c'est beaucoup d'images. Malheureusement, vous avez le résultat final. Attendez, je vais essayer de vous montrer toutes les images. Donc là, c'est la tumeur. Donc pour ce patient, on avait fait l'exérèse, et ensuite, on avait mobilisé un lambeau, comme vous voyez ici, pour couvrir la perte de substance. Et là, c'est le résultat après plusieurs mois de l'intervention. Ben, je suis désolée, mais c'est un souci technique. Donc là, pour cette patiente, c'est un carcinome au niveau de la joue. Dans un premier temps, dans une première intervention, elle a bénéficié de l'exérèse avec des marges. Et une fois on a eu les résultats anapath et histologiques qu'on était passé en scène, on a mobilisé ce qu'on appelle un lambeau cerf-volant pour combler la perte de substance occasionnée par l'exérèse de la tumeur. Donc là, c'est un carcinome épidermoïde du pavillon de l'oreille. Donc là aussi, le patient a bénéficié d'une exérèse cunéiforme de la tumeur avec suture. Donc là, vous avez le résultat après. Pour cette patiente-là, elle avait un carcinome basocellulaire de l'aile narinaire. On l'a enlevé avec les marges et on a mobilisé un lambeau nasogénien ici à ce niveau-là pour réparer cette perte de substance. Et là, c'était le résultat quelques semaines après l'ablation des fils. Mais le lambeau, il finit par s'intégrer au fil du temps. Je n'ai pas retrouvé ces photos actuelles, mais actuellement, on ne voit plus de cicatrices du lambeau. Voilà, donc c'était des cas cliniques. Donc, pour la prévention des cancers cutanés, d'abord, il y a la prévention primaire. Il faut limiter l'exposition solaire. Le soleil est notre ennemi en ce qui concerne les cancers cutanés. J'insiste là-dessus. J'insiste sur la photoprotection, qu'elle soit comportementale, vestimentaire, avec des crèmes solaires, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faut se protéger des rayons solaires. Il faut aussi diminuer l'exposition aux lampes à bronzer. Il faut éduquer les gens à ne plus trop s'exposer au soleil. Il y a aussi la prévention secondaire et tertiaire qui sont donc l'auto-examen chez les patients. Il faut leur apprendre à s'auto-examiner et à rechercher des lésions suspectes. Il faut former les médecins à l'examen cutané. À chaque fois qu'un patient vient pour autre chose, n'hésitez pas à examiner sa peau, à l'examiner en entier à la recherche d'une lésion qui peut passer inaperçue, surtout au niveau du dos. Le patient, il ne se voit pas de dos. Donc, des fois, il y a des lésions, mais là, on est au niveau de la face, mais moi, je parle de la prévention en général. Donc, il faut faire des campagnes de dépistage pour essayer de dépister ces cancers au niveau de zones où c'est très difficile d'avoir accès à l'hôpital. Donc, surtout quand c'est des zones où il y a des gens qui sont de phototype clair, qui sont très exposés au soleil. Et puis, quand à chaque fois qu'il y a des lésions précurseurs d'entraîner un carcinome ou un mélanome, il faut les prendre en charge précocement pour essayer de prévenir l'apparition d'un cancer. Donc, les tumeurs cutanées malignes sont de plus en plus fréquentes avec une Oui, donc si vous avez des questions.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur, nous vous entendons. Donc, voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, Oui, oui, je tenais vraiment, avant de lancer la phase des questions, pour ça, vous remercier pour cette présentation très intéressante. Et nous vous sommes vraiment reconnaissants pour le temps précieux que vous nous avez accordé pour la richesse de je vos... vous remercie, c'est avec plaisir. Maintenant, j'étais embêtée par ce souci technique, mais je m'en excuse. Vraiment, je suis désolée. Non, ne vous en faites pas. Je suis sûre que les participants comprennent. Et je voudrais aussi remercier tous les participants pour leur présence et attentive. Et vous signifiez présent à la phase des questions-réponses. N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos préoccupations, toutes vos questions et pourquoi pas faire des apports éventuellement pour enrichir ces échanges. Donc, vous savez, comme ça se fait déjà, si vous avez des questions, il suffira de lever la main, d'ouvrir votre micro en sollicitation ou de poser directement dans le chat et je me chargerai de les lire pour le professeur. Merci. Alors, professeur, en attendant qu'il y ait des questions, je ne sais pas, peut-être que vous aimeriez revenir sur certains points que vous jugez importants en pratique pour les participants, ce qu'ils doivent retenir essentiellement de la présentation. En D'accord. attendant Donc, oui, de... donc dès qu'il y a une lésion qui est suspecte d'être un cancer, il faut vraiment être vigilant. Alors d'abord, il y a trois types de cancers qui sont les plus fréquents. Quand on est devant un carcinome basocellulaire, il faut dire que c'est le plus gentil des cancers cutanés. Donc, il faut savoir reconnaître ces lésions, savoir reconnaître, par exemple, pour essayer de reconnaître le basocellulaire, il y a cette lésion perlée qui va attirer notre attention. Si on est devant une lésion ulcéro-bourgeonnante, c'est plutôt le carcinome épidermoïde qu'il faudra redouter. Quand on est devant une lésion pigmentée, il faut redouter le mélanome. Donc, pour chaque type, il y a certains critères qui vont attirer notre attention. Donc, quand on est devant ce type, euh, ces différents critères, il faut redouter une tumeur. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on redoute une tumeur? C'est d'abord l'enlever. Un spécialiste, que ce soit un dermatologue ou un plasticien, qui pourront faire la biopsie ou l'exérèse biopsique. Et c'est cette biopsie qui pourra donner, pourra confirmer le diagnostic et donnera exactement de quel type histologique il s'agit. Donc, ce qu'il faut savoir, quand on est, par exemple, quand on est devant un carcinome basocellulaire, savoir que c'est une tumeur qui a une malignité locale, c'est-à-dire il va évoluer localement en profondeur et en périphérie. Il ne va pas donner de métastase à distance, il ne va pas donner d'adénopathie. Et puis c'est une tumeur qui n'atteint pas les muqueuses, elle reste cutanée. Donc cette tumeur, le plus tôt elle est traitée, le plus tôt elle donnera, on n'en entendra plus parler parce que son pronostic dépend de la récidive. C'est-à-dire, si on enlève la lésion et qu'elle récidive, c'est un, un signe de mauvais pronostic parce qu'elle va continuer de récidiver. Mais si on l'a enlevée, elle n'a plus récidivé, c'est une tumeur qui, a priori, ne reviendra pas. Donc, le carcinome basocellulaire, une fois qu'il est bien traité et bien enlevé, on n'en parle plus, généralement. Par contre, les autres, qui sont le carcinome épidermoïde, normalement, quand on a l'histologie qui nous répond qu'on est devant un carcinome épidermoïde, à ce moment-là, il faut faire un bilan d'extension, il faut faire rechercher des adénopathies et bien sûr faire une classification TNM, présenter le malade en réunion de concertation pluridisciplinaire pour prendre une décision thérapeutique. Est-ce qu'il lui faut que la chirurgie ou la chirurgie avec radiothérapie et chimiothérapie? Une fois notre patient traité, eh ben, il va falloir le suivre parce que des fois, la maladie, elle a beaucoup plus de chances de récidiver que de malchance de récidiver que le carcinome basocellulaire. Donc, le spinocellulaire, il faut être très vigilant, il faut surveiller le malade, il faut demander des bilans d'extension. Pour le mélanome aussi, il peut donner des métastases. C'est un cancer qui est très grave. Donc, il faut être vigilant
quand on peut le prendre en charge, on le prend. Sinon, dès qu'on suspecte, moi, je me suis axée surtout sur les formes cliniques. Je ne me suis pas trop attardée sur le traitement, mais sur les formes cliniques, parce que c'est par ces formes cliniques qu'on arrive à suspecter la présence d'un cancer. Et donc, je pense, pour les médecins généralistes ou pour tout autre médecin, c'est ce qui est plus important, c'est de suspecter la malignité de cette lésion pour pouvoir l'adresser à temps à un médecin spécialiste qui pourra le prendre en charge par la suite. Merci, professeur, pour ce résumé. Je n'ai toujours pas donné levé, toujours pas de questions dans le chat. Alors, moi, je vais commencer par poser les questions, le temps de motiver d'autres participants. J'aimerais savoir, professeur, comment est-ce qu'on peut concilier des impératifs oncologiques et des impératifs esthétiques dans les chirurgies des cancers cutanés de la face? Ce qui est primordial, c'est l'oncologie. Il faut faire, par exemple, quand on est devant une exérèse, il faut prendre, par exemple, 2 centimètres, ben, je vais prendre les centimètres. Il faut d'abord être carcinologique, c'est ce qui est primordial. Ensuite, l'esthétique, il vient par la suite. On ne discute pas l'esthétique quand on est devant un cancer. On enlève le cancer, on fait ce qu'il faut faire, on suit les recommandations, on suit les marges d'exercice qu'il faut prendre. L'esthétique viendra par la suite. On a nos techniques de couverture ou de réparation pour avoir des résultats satisfaisants sur le plan esthétique. Donc, pour nous, il ne faut pas penser à l'esthétique, il faut d'abord penser à être carcinologique. C'est D'accord, ce qui est merci beaucoup. Alors primordial. là, on a une question, non, trois questions plus précisément. Je lis rapidement. Bon, professeur, merci beaucoup pour la riche présentation. J'aimerais savoir pourquoi la biopsie papier n'est pas autorisée dans le cas du mélanome? Deuxième question, que faut-il faire devant un cas de TBC récidivant si nous sommes dans une zone qui ne dispose pas d'unité de radiothérapie? Et troisième, dernière question, mis à part les expositions aux rayons solaires ou les radiations chimiques ou toxiques, y a-t-il un lien génotype dans la survenue des tumeurs de la peau? Si oui, quelle sera la conduite à tenir lorsqu'un parent proche a la dite tumeur? Merci, professeur. Donc, pour répondre déjà à la troisième question, pour le mélanome, oui, il y a des formes familiales. Mais ça ne dit pas que si un parent a eu un mélanome, que l'autre l'aura. Mais oui, il y a une prédisposition familiale pour le mélanome. Ben, il faut faire des dépistages précoces, des surveillances, apprendre aux malades l'autosurveillance pour qu'ils détectent des lésions à leur survenue. Pour la deuxième question, que faut-il faire devant un cas de CBC récidivant? Ben, il y a soit la chirurgie, soit la radiothérapie. Si vous ne disposez pas de radiothérapie, essayez d'être carcinologique le plus possible, chirurgicalement, si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, ça sera des surveillances. Et dès qu'il y a une récidive, ben, il faut l'envoyer à un centre pour radiothérapie parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que la chirurgie et la radiothérapie. Si on peut être carcinologique chirurgicalement, c'est encore mieux. C'est le meilleur traitement. Si on ne peut pas, on est incapable, c'est-à-dire que le malade ne peut pas être opéré, par exemple, ou le malade a développé entre-temps des morbidités qui ne peuvent pas être opérées, ou que la tumeur elle est dans une zone où on ne peut pas trop s'élargir chirurgicalement, à ce moment-là, il faut la radiothérapie. Si vous n'avez pas, donc il faut l'envoyer à un autre centre. Et pour revenir à la première question, la biopsie partielle n'est pas autorisée. Oui, elle n'est pas autorisée et je l'ai expliqué en montrant. Attendez, je vais revenir sur la plaque. Je l'ai justement, c'est pour ça que j'ai expliqué, j'ai mis un schéma. Le schéma où j'ai mis voilà, où il y a le Breslow. Donc là, alors, ça, on va dire que c'est une lésion, que c'est un mélanome. Alors, le Breslow, il détermine l'épaisseur de la tumeur à partir de la zone la plus élevée à la zone la plus profonde. Et c'est ce Breslow-là qui va nous déterminer la taille de ce Breslow qui va nous déterminer le traitement qu'on va suivre, c'est-à-dire les marges d'exérèse qu'on va prendre.
elles dépendent de ce Breslow-là. Alors, si on si on fait une biopsie superficielle, par exemple, qui arrive là, je vais l'envoyer en histologie. L'anatomopathologiste va me répondre que la taille du Breslow est de, par exemple, 1 mm ici. Alors que non, ce n'est pas vrai. Le vrai Breslow de cette lésion, il arrive jusque-là. Il est beaucoup plus grand que ça. Et à ce moment-là, j'aurai un résultat qui est faussé. Et ce résultat-là va m'induire en erreur lors de ma prise en charge. Non seulement ça, mais j'aurais donné un coup de fouet à cette lésion parce que je l'ai ulcérée et un coup de fouet pour qu'elle évolue plus rapidement, tout en sachant que le mélanome, c'est un cancer qui évolue vraiment très vite. Donc, la biopsie partielle, c'est pour ça qu'il ne faut pas la faire. Soit j'enlève carrément la lésion, et comme ça, ben, il faut enlever la lésion, comme ça j'aurai un Breslow correct. C'est surtout pour le Breslow. J'espère que j'ai bien expliqué. C'est pour le Breslow qu'il faut enlever la lésion. Et puis, l'ulcération d'une lésion, elle aggrave le pronostic de la lésion. Et si j'enlève une carotte partielle, j'ulcérerai la lésion et je donnerai un coup de fouet à ma tumeur. Est-ce que vous avez compris? Docteur ou Monsieur Tonongbe, est-ce que vous êtes satisfait des réponses, s'il vous plaît? Vous avez vu le schéma quand j'ai montré là, vous voyez le schéma là? Oui, professeur, nous voyons le Oui, schéma. vous le voyez. Donc voilà, c'est à partir de ce schéma qu'il faut prendre, parce que le Breslow, il part de là, le point le plus élevé jusqu'au point le plus profond. Tout ça, c'est le Breslow. Si je fais une petite biopsie partielle, mon Breslow sera petit et ça ne sera pas le vrai Breslow de la lésion. Vous avez compris? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour le moment. Monsieur Tonongbe est satisfait de sa réponse. Alors, je vais poser une deuxième question en attendant qu'il y ait une autre question. Professeur, quels sont selon vous les critères qui guident le choix entre une reconstruction immédiate et une reconstruction différée? Alors, normalement, la reconstruction ne doit pas être immédiate. La règle générale, c'est enlever la tumeur avec des marges, l'envoyer à l'histologie, faire une chirurgie en 2 temps. Quand on est sûr de nos marges et qu'on est passé en marge saine et qu'on a les marges d'exérèse correctes qu'il faut, c'est à ce moment-là qu'on peut couvrir. Maintenant, quand on est, par exemple, dans le cas de la paupière supérieure et qu'on a enlevé toute la paupière, on ne peut pas laisser l'œil sans protection. À ce moment-là, il faut faire un lambeau en urgence. La même chose au niveau de la lèvre. Quand on a des grands cancers de la peau, des carcinomes épidermoïdes qui prennent toute la lèvre inférieure, on ne peut pas laisser tout ça ouvert avec les dents à l'air et tout. Non, à ce moment-là, il faut couvrir. Donc, il y a certains cas où on va couvrir. Quand il faut pas, on peut pas laisser ouvert. Mais sinon, par exemple, une tumeur de la joue, une tumeur du nez qui peut attendre, donc on fait la chirurgie en 2 temps. Quand c'est pas possible, ou par exemple, quand on est devant un sujet qui est âgé, on a déjà une biopsie et qui a beaucoup de comorbidités, donc c'est très difficile de le réopérer une deuxième fois. Donc, on essaiera de régler son problème une seule fois, surtout si on a, par exemple, on est devant un carcinome épidermoïde, qu'on a la biopsie, qu'on a tout. Donc, on peut partir sur ces marges et bien sûr surveiller par la suite et couvrir en même temps, donc l'opérer en un seul moment. Donc, normalement, l'idéal, c'est d'opérer en 2 temps. D'abord l'exérèse, ensuite la couverture ou la réparation. Mais des fois, on est obligé de couvrir en un seul temps. Voilà, c'est ces
ces cas quand on est devant un sujet qu'on ne pourra pas opérer une deuxième fois ou c'est difficile de l'opérer une deuxième fois. Quand on est devant des zones qu'il faut vraiment couvrir, ne pas laisser à l'air libre, telles que l'œil, la bouche, surtout parce qu'il y a la salive qui va descendre et tout. Donc, dans certains cas, il faut réparer sur le champ. Merci, professeur. Alors, comme il n'y a pas de questions pour le moment, je vais vous réitérer tous mes remerciements pour cette présentation très intéressante. Remercie également tous les participants pour leur présence et souhaiter à tout un chacun un week-end. Au Ben, je plaisir vous remercie aussi. samedi prochain pour un autre atelier. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.